Bernard Samael Pom, peut-on encadrer, sauver ou tout simplement donner sa chance aux jeunes footballeurs africains? Je vous propose d'écouter ce petit reportage que nous a concocté Samael Pom sur la tribune du Stade. Devenir footballeur, c'est un rêve que nourrissent beaucoup de jeunes en Afrique et dans le monde. Seul problème, certains confient leur carrière à des agents véreux. C'est dans ce sens que Foot Solidaire se présente comme la référence en matière de protection des jeunes joueurs, notamment en protégeant leurs droits et leur dignité lors du processus de détection, de recrutement ou encore de promotion de leur image. Jusqu'en 2012, ils étaient 1300 jeunes footballeurs en situation d'échec d'après un recensement réalisé par Foot Solidaire en France. La plupart au départ de leur pays sont âgés entre 21 et 22 ans pour les Français et les Latino-Américains. Les Africains quant à eux sont généralement plus jeunes, 18 ans en moyenne et pour les plus petits, jusqu'à 11 ans. Pour pallier le problème, l'association compte aller à la source en créant des bureaux d'information à la fois en Afrique et en Europe pour fournir aux familles des informations sur les agents de recrutement. Créé en 2000 par Jean-Claude Mvoumine, Foot Solidaire à but non lucratif est présent dans plusieurs pays, dont la France et la Suisse. Mais l'association n'a pas toujours connu des moments heureux. De 2009 à 2010, elle traverse une période creuse faute de subventions pour son fonctionnement. Des subventions qui, pour l'essentiel, proviennent de la Fédération française, du syndicat des joueurs et des clubs, mais aussi des donateurs espagnols et suisses. Dans sa lutte, Jean-Claude Mvoumine bénéficie de nombreux soutiens, dont des professionnels, comme Landry Nguemo. Foot Solidaire espère réduire le nombre important d'abusés dans le football à travers les campagnes et les conférences qu'elle organise dans le monde. Foot Solidaire, bravo Jean-Claude. Bravo. Bravo, ça c'est Bernard Samael Pom, c'est un jeune reporter à Vox Africa qui essaye de relever ainsi ce que vous faites pour le jeune footballeur africain. Alors, vous, la première question c'est, on aurait pensé que vous vous intéresseriez tout simplement aux jeunes footballeurs camerounais. Pourquoi avoir fait cette ouverture en faveur du jeune footballeur globalement africain? Et qu'est-ce que ça vous produit aujourd'hui comme réputation, comme retour, Jean-Claude? En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis africain, camerounais africain, et je me considère avant tout comme africain, et ensuite camerounais, mais en tout cas, on ne va pas faire un débat là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai choisi, en arrivant en Europe, tout le monde nous considère comme africains. Lorsque vous êtes sénégalais, ivoirien, de Madagascar, on ne dit jamais malgache ou ivoirien, on dit africain. Donc on est tous africains. Et lorsqu'on a vu les débats en France, notamment sur la question des quotas ou alors sur les sorties de Willy Sagnol sur le joueur typique africain. Ça vous a choqué? Ça m'a choqué et on est tous concernés, on se sent concernés. Effectivement, cette thématique, en tant que grand frère, j'ai joué au Cameroun pour la sélection nationale, pour les sélections de jeunes. En arrivant en Europe, j'ai constaté la difficulté qu'avaient ces enfants à s'intégrer dans les clubs, au moins au niveau social. Et même, et surtout, donc, votre reporter vient de parler du trafic, c'est-à-dire de ces agents, qui vont déverser les enfants en Europe. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Au départ, on a été un peu le chien qui aboie alors que la caravane passait. Tout le monde s'en fichait un peu de la protection du jeune joueur africain. C'est ça. Et avec des soutiens qu'on a eus, Aimé Jacquet, que je salue ici, qui a été un vrai parent pour moi. Ensuite, la Fédération française de football, l'UEFA, surtout la FIFA, le président Blatter m'a permis d'organiser en juin 2008 la première réunion sur ce thème à la FIFA. Ça a été un point vraiment important. Ensuite, il y a eu les Nations Unies, le Parlement européen, où on a pour la première fois introduit dans un amendement d'un rapport du Parlement européen la question de la protection de la traite, parce qu'il faut parler de traite de ces jeunes joueurs, et également de l'encadrement des enfants. Donc, de l'encadrement, en parlant de traite, il faut donc parler de l'encadrement pour essayer de combattre les causes. C'est-à-dire quoi? On a les phénomènes de déscolarisation, on sait qu'en Afrique, le sport n'est pas développé, il n'y a pas un suivi assez poussé des jeunes talents. Donc, il fallait que, si on voulait vraiment tacler, comme disent les anglo-saxons, cette thématique, il fallait prendre la situation dans sa globalité en essayant de voir les causes et comment on pouvait justement les traiter. Et nous avons fait un vrai plaidoyer auprès de toutes les instances, et je suis allé jusqu'aux Nations Unies. Oui, mais c'est justement ça le problème, Jean-Claude. On vous a vu commencer. Comment êtes-vous arrivé à convaincre toutes ces différentes instances qui auraient dû rester sceptiques, je veux dire réfractaires même à cette action qui, d'une manière ou d'une autre, incriminait les grandes puissances, je veux dire footballistiques. Comment êtes-vous arrivé à les convaincre à adhérer à votre projet? Écoutez, il fallait d'abord sortir des idées reçues.
On disait, par exemple, ouais, c'est les Blancs qui exploitent les Noirs, etc. Il fallait sortir de ces idées reçues. Et lorsqu'on a commencé à travailler, on s'est rendu compte que tout le monde profite du jeune footballeur africain. Nos frères africains eux-mêmes, les Européens, les Asiatiques. Ah, mais parce que des agents malhonnêtes et véreux, c'est principalement les Africains. Hein. Écoutez, il n'y a pas seulement les Africains, Il y a puisque pas que, mais les Africains travaillent aussi pour les agences européennes. Mais ce qui est grave, c'est que c'est quand même dans notre continent, ce sont nos enfants, ce sont leurs enfants qu'ils mettent en difficulté. Donc c'est ce qui est un peu paradoxal. Je pense qu'en Europe, ça ne peut pas se passer comme ça parce que les gens sont toujours conscients que la jeunesse est importante. Donc ils ne peuvent pas poser des actes qui peuvent vraiment les mettre en difficulté. Donc le problème des agents africains, c'est justement qu'ils exploitent leurs propres enfants et qu'ils essaient de tirer de l'argent. Ils mettent des familles en difficulté. Alors là où nous avons réussi à convaincre tout le monde, c'est justement dans le discours en disant que d'abord c'est un problème de la jeunesse. La protection de l'enfance en général. L'enfant n'a pas de couleur, qu'il soit asiatique, qu'il soit noir, africain. C'est d'abord l'enfant avant tout. Il peut avoir le même besoin. Exactement. Est-ce que ce n'est pas hypocrite de dire qu'il peut avoir le même besoin? Écoutez, allons voir avec Jérôme. Un enfant européen n'aura pas les mêmes besoins qu'un enfant africain parce que l'environnement d'encadrement n'est pas le même, ne sont pas les mêmes, les environnements. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette sorte de discours convenu qui veut qu'on présente les Européens comme des Africains, alors qu'on sait pertinemment qu'ils n'auront jamais les mêmes moyens, ils ne seront jamais mis dans les mêmes conditions d'encadrement, Jérôme? Non, je suis tout à fait d'accord. Ne serait-ce qu'en termes de développement, l'Europe est bien sûr bien avancée par rapport à l'Afrique. Les hôpitaux, les routes, les écoles, tout ça. Donc on ne peut pas mettre les enfants dans le même climat de sécurité et d'espoir. Ne serait-ce que parce qu'en Europe, on va dire la fédération française, la fédération italienne, toutes les fédérations qui gèrent le football dans leur propre pays en Union européenne ont déjà des programmes pour les jeunes à partir de 4-5 ans. Donc c'est ce qui manque à la plupart des pays d'Afrique, je dirais peut-être même tous les pays d'Afrique, peut-être exception à faite pour l'Afrique du Sud qui a déjà des programmes jeunes, et aussi pour les pays d'Asie, parce que bon, l'Asie, on peut parler du Japon qui est là-bas, on peut parler de Singapour qui a des infrastructures, mais la plupart des pays, on va parler de l'Indonésie, on va parler de la Chine qui est un pays vaste, ou de l'Inde qui a 1,4 million d'habitants, il n'y a personne qui joue au foot, dire, les infrastructures sont basiques. Donc il faut que les acteurs du football africain aussi travaillent concomitamment et mettent en place des structures. Donc la FIFA est l'organisme mondial, la FIFA est là pour donner des directives, ensuite il y a la CAF, mais les fédérations nationales, elles, doivent faire le travail, tout comme les académies, tout comme les ministères, tout comme les personnes. Les fédérations nationales, d'accord, mais est-ce que les clubs européens, les structures européennes qui accueillent ces jeunes-là, souvent précocement, ne sont pas les plus responsables aujourd'hui de cette expatriation, je veux dire précoce, en sachant que ce sont eux qui en profitent et donc qui devraient reverser des moyens à ces fédérations locales africaines pour développer ces jeunes? Alors, certains en profitent, mais le mal est des deux côtés de la mer Méditerranée ou des deux côtés de l'océan, comme vous voulez. Il y a, comme Jean-Claude a parlé de traite, il y a des négriers en Afrique, des gens de couleur noire africains nés en Afrique, qui exploitent les familles pour quelques millions. Et il y a de l'autre côté de la mer Méditerranée, en Europe, des personnes aussi de couleur blanche, européens, qui sont là pour exploiter ce réseau-là. Donc il faut combattre de l'un et de l'autre côté de l'Afrique. Ce n'est pas seulement les clubs européens qui en profitent. J'en parle parce que je suis moi-même européen. Ça, c'est clair. Le problème reste l'encadrement. Aujourd'hui, la FIFA a mis en place le TMS, le système de transfert qui permet de gérer en fait les transferts internationaux de joueurs. Il va y avoir le FIFA Connect qui va sortir bientôt, qui fait en sorte que la première licence d'un joueur africain, par exemple, il va dans un club, il va dans une académie, il a 4 ans, ça va marcher avec l'empreinte digitale. Donc, on ne va plus pouvoir tricher sur l'âge et on va pouvoir tracer tous les joueurs à travers le monde. Donc, la FIFA est aujourd'hui en train de mettre en place ce genre de système pour lutter aussi contre le trafic. Mais Jean-Claude a été la première personne dans le monde à parler de ce problème-là. Aujourd'hui, nous combattons ensemble ce fléau, mais il faut aussi que tous les acteurs, nous ne pouvons pas, nous seuls, à 2 personnes, ou même l'association où les personnes travaillent dedans, nous ne pouvons pas, nous seuls, travailler et lutter contre ça. Oui, avant que notre consultant ne prenne la parole, Jean-Claude, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu au-delà de ceux qui ont déjà montré patte blanche et qui vous accompagnent aujourd'hui, la FIFA, l'ONU, vous avez dit, l'UNICEF notamment, les fédérations françaises et peut-être anglaises et espagnoles. Est-ce que vous avez l'impression que votre action a un impact sur le comportement des jeunes footballeurs africains en termes de conscientisation? Tout à fait, il y a un gros impact. Et puis, il y a surtout l'implication aujourd'hui des institutions que vous avez citées, sans oublier également les Nations Unies, C'est ça. également les pouvoirs publics camerounais.
qui nous ont accueillis depuis que nous sommes arrivés pour cette mission ici à Yaoundé. Ah, mais est-ce que ce n'est pas une sorte de récupération pour ce qui est du Cameroun? Parce que je sais que vous avez commencé ce projet, personne n'y a cru, Jean-Claude. Tout à fait. Vos dossiers ont dû dormir dans des tiroirs des administrations camerounaises. Tout à fait. Mais alors, ils vous accueillent aujourd'hui parce qu'ils voient le succès qui est celui de votre action. C'est vrai qu'il faut se battre. Hein. Dans la vie, rien n'est facile. Hein. Rien n'est facile. Il faut convaincre les gens. Il faut lutter. Voilà. Voilà. Et moi, j'ai appris en étant footballeur qu'un match n'est jamais gagné d'avance. Lorsque le match est difficile, il faut mettre le bleu de chauffe, il faut combattre et collectivement et surtout associer les gens à la démarche. Aujourd'hui, on a une bonne écoute, sachant qu'aujourd'hui, le Cameroun organise la CAN en 2019, la CAN masculine en 2019, la CAN féminine en 2016. Et il y a le football, il y a tout à faire au Cameroun, il y a une nouvelle fédération. Donc, le message qu'on adresse à ces gens, c'est de dire, pour le développement de notre sport professionnel, pour l'encadrement de la jeunesse. Voilà, Foot Solidaire, on vous propose. Vous avez l'impression que les administrations camerounaises sont disponibles? Écoutez, oui, effectivement.